Bonjour et bienvenue pour ces nouvelles news de la paracha de la semaine, Parashat Miketz, en exclusivité pour Torah Box. Donald Trump bénit Jérusalem. L'Égypte affaiblie ne réagit pas. Le gaz israélien arrive en Europe. Alors nous sommes obligés d'en parler, on ne pouvait pas passer à côté dans ces news, cet événement historique. Évidemment, nous ferons Kaddish pour Johnny, mais ici nous parlons de l'unification administrative par les Américains de Jérusalem. À savoir que Donald Trump a réalisé sa promesse de campagne de valider la décision entérinée depuis plus de 20 ans maintenant par les présidents américains de considérer Jérusalem comme la capitale d'Israël et non pas Tel Aviv, et de valider donc automatiquement le déplacement de l'ambassade. Et bien c'est chose faite. Alors ça prendra certainement 1 an, 2 ans de déplacer l'ambassade américaine avec les services internes, etc. Il y a énormément d'Américains en Israël. Ça prendra du temps, mais c'est fait. C'est-à-dire que spirituellement, c'est juste extraordinaire. Alors comme beaucoup l'ont diffusé, il y avait le Baal HaTurim, le jour de la montée, c'était la 5e montée, c'était la 4e montée, pardon. C'était mercredi, c'était la 4e montée, c'était la montée autour de Tamar, de l'histoire de Yehuda et Tamar. Et là-bas, il y avait marqué de la même manière que Tamar a été humiliée, elle va être revalorisée. De la même manière, Jérusalem, humiliée, va être revalorisée. C'était exactement le jour où finalement Donald Trump a validé ce qui est une évidence absolue pour tout le monde, à savoir que Jérusalem est la capitale d'Israël. Vous avez un pays dont le Parlement, dont les principaux ministères, qui est la ville la plus habitée du pays, etc. etc. C'était juste une aberration politique entretenue par la communauté internationale après 1967 pour justifier, alors, pour annuler, si vous voulez, la claque de nos mondes arabes, pour permettre potentiellement de rendre un territoire et de recréer la paix avec des Palestiniens qui sont encore 50 ans, 60 ans, 70 ans dans le passé. Mais en tout cas, c'est juste extraordinaire. Alors, il faut voir ce que spirituellement ça veut dire. Théoriquement, en pratique, dans les faits, pour ceux qui ont été à Jérusalem ou au Kotel encore cette semaine, ils n'ont pas vu grand-chose. Évidemment, il n'y a absolument aucune différence. Mais en tout cas, ce que ça signifie et ce que ça scelle, c'est que Donald Trump, qui est l'essence d'Esav. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas plus. Esav, c'est quoi? C'est quelqu'un de. C'est un monde lié à la matérialité. D'accord? C'est ça, Esav. Esav, c'est l'idée que, avant tout, passe la matière et la force. Qu'est-ce qu'a fait Donald Trump? Il a validé le budget de la défense le plus fort de l'histoire des États-Unis, qui écrase le budget de la défense américain. C'est la somme des 15 budgets des 15 premiers pays dans le monde. Pour mettre en équivalent, la Chine, c'est une broutille à côté. La Russie, c'est une blague. Ça veut dire que c'est avant tout, on est fort. Si on est fort, vous pouvez vous amuser avec nous, mais en tout cas, on n'aura pas peur d'y aller. D'accord? On rappelle qu'il a envoyé 60 Scuds sur la Syrie dès qu'il y a eu, le gaz, la première attaque au gaz. Et certainement qu'ils doivent vraiment le retenir pour ne pas aller détruire la Corée du Nord. Maintenant, Donald Trump, il est très clair. Chaque entrevue, c'est America's First. Quelle est la nature de la relation diplomatique? Qu'est-ce que ça rapporte aux Américains? Il a été en Chine, il a été en Corée du Sud, il a été au Japon. À chaque fois qu'il va dans un endroit, il dit attention, le déficit commercial est trop élevé. Attention, l'aide qu'on vous fournit est trop élevée. Qu'est-ce que ça nous rapporte? C'est-à-dire qu'on est dans du pur Esav, mais on est dans du Esav pas frustré. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que Donald Trump, il n'a pas cette frustration d'avoir perdu quelque chose au niveau spirituel. Il a compris que, au sein même de ses entrailles, que la spiritualité, ça se joue chez Yaakov. Et donc, il est clair et net. Il n'a pas de problème. Lui, il s'occupe de l'argent, il s'occupe de la guerre. Et donc finalement, il est en train de valider, de finaliser. C'est là que c'est incroyable. Il est en train c'est la fin des temps parce que ce n'est pas un cours messianique. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est très très fort. Esav qui signe à Yaakov la validation que Jérusalem, que le temple, que l'endroit le plus saint du monde, eh bien lui, et surtout qu'il n'a aucune velléité dessus.
ni d'astuces géopolitiques, ni rien du tout. Poussé en plus par la majorité évangéliste qui l'a amené au pouvoir. Au-delà de ça, une amitié extrêmement profonde, et on voit comment Akadosh Baruch Hu, comment Donald Trump est un véritable émissaire d'Akadosh Baruch Hu. Cette semaine, nouvelle illustration, évidemment, tous les Américains, le monde de la Torah aux États-Unis, la plupart des associations américaines ont validé cette décision poussée par la majeure partie des sénateurs aux États-Unis, sauf le mouvement libéral. Le mouvement libéral qui a dit non, attendez, le statut de Jérusalem devait être validé dans un cadre bien défini, d'accord, de solutions pacifiques avec les Palestiniens, ça n'a pas été fait, etc. Retour de bâton, cette semaine, la fête traditionnelle de Hanouka, où Donald Trump assure encore que Israël, historiquement, a toujours été le phare des nations, éclaire le monde, eh bien, il le fait sans inviter les libéraux. Ça veut dire que on est en train de vivre quelque chose de très fort. De remise de birour. Comme on explique à la fin des temps, il y aura un énorme birour, une énorme clarification. Ce qui est possible aujourd'hui grâce aux réseaux sociaux. C'est-à-dire que chacun donne son avis, chacun parle, chacun se positionne. Eh bien, c'est à ça qu'on est en train d'arriver. Donald Trump, il parle, il fait. Peu importe que le monde entier soit contre lui. Parce que lève Sarim Be'ad Hashem. Le cœur des ministres, le cœur des rois, il est entre les mains d'Hachem. Ah, c'est extrêmement beau ce qui est en train de se passer. Extrêmement fort. Il ne faut pas le négliger, c'est extrêmement, extrêmement fort. Alors, le lien avec notre paracha, il est tout trouvé. Une fois que Yaakov a résolu son problème avec Esav, eh bien on voit que finalement le problème du Ham Israël, il redevient intérieur. Et c'est ça la paracha de la semaine. La vente de Yosef. Yosef qui se retrouve maintenant chez Pharaon, qui va devoir se débrouiller justement avec cette matérialité et qui va devoir se construire. Et derrière, recréer du shalom avec ses frères. Parce que c'est ça le véritable enjeu aujourd'hui. Si Esav a validé Yaakov, si derrière, comme on va bientôt le voir, le monde arabe, quelque part, a validé aussi Yaakov, et bien maintenant, il ne reste plus qu'à Yaakov à valider Yaakov. Et ça va être ça, c'est ça le véritable enjeu du Mashiach. Alors, notre second titre, c'est l'Égypte. L'Égypte affaiblie, qui ne réagit pas. C'est très intéressant. Tout le monde attendait des réactions extraordinaires de haine, de guerre civile, etc. dans les pays arabes, pour se soulever justement sur l'abandon d'Al-Aqsa. Le problème, c'est que finalement, si on met ça en relief par rapport aux manifestations qu'il y a eu il y a quelques mois, quand les Israéliens ont voulu mettre des portiques de sécurité devant Al-Aqsa, c'est de la blague, c'est ridicule. Alors, l'Iran et la Turquie essayent réellement de reprendre le leadership sur cette question palestinienne. Pourquoi? Parce que la question palestinienne, par essence, c'est ce qui réunit le monde arabe. Donc le porte-parole de la question palestinienne, quelque part, c'est le porte-parole du monde arabe. Et c'est ça la grande lutte qu'il y a. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir à nouveau comment finalement les sunnites, d'accord, autour de l'Arabie Saoudite et de l'Égypte, ont changé finalement de guerre. C'est-à-dire que le problème palestinien, c'est un sous-problème. Les musulmans peuvent aller prier. On voit bien, ils voient bien, tout le monde sait bien qu'à Jérusalem-Est, il y a plus de médecins arabes que de médecins juifs, il y a plus de pharmaciens arabes que de pharmaciens juifs, qu'on peut faire des études, qu'il y a absolument la discrimination est extrêmement faible. Et derrière, le problème, il vient d'Iran. Le problème, il vient d'Iran, il vient de la Turquie qui essaye justement de contrecarrer les ambitions sunnites, d'accord, pour essayer de reprendre ce leadership arabe. Avec Erdogan qui s'est à nouveau qui s'est réélevé comme le sultan turc, le nouvel Atatürk, et derrière l'Iran, encore une fois, qui finance partout dans le monde, le Hamas, etc., enfin tout plein de groupuscules qui essayent justement de déséquilibrer les majorités sunnites pour pousser les chiites. Donc du coup, et c'était très attendu et ça n'a pas lieu, c'est très intéressant. Il y a eu 50 manifestants, c'était des chiffres ridicules, il y a eu 50 manifestants au Koweït, il y a eu 800 manifestants en Iran, tout en rappelant que la plupart des gens sont payés pour venir. Ça veut dire qu'à Shrem, à Shahar Shrem, il y avait quelques milliers, 1000 personnes, 800 personnes. Il y avait peut-être plus de soldats qu'il y avait de manifestants. Ça veut dire que, en réalité, c'est Yaakov validé par Esav, mais Yaakov validé aussi par Ishmaël. Parce que l'Égypte, il faut bien comprendre, l'Égypte c'est le plus grand pays arabe, d'accord, 100 millions d'habitants. C'est le sphinx égyptien, d'accord,
c'est les non-alignés, c'est Bandung, c'est l'histoire du monde arabe, la Ligue arabe, au Caire. Ça veut dire que aujourd'hui, les Égyptiens, et c'est là le lien très fort avec notre paracha, comment finalement les Égyptiens ont fait une place à Yosef? Parce qu'ils avaient une situation compliquée, ils avaient besoin d'argent. Et Yosef a été celui qui a retourné cette situation. Et bien finalement, on arrive à la même chose. C'est-à-dire que l'Égypte aujourd'hui est dans une situation catastrophique. Sans l'aide américaine, l'Égypte tombe. Donc l'Égypte aujourd'hui va encore accueillir délicatement, en disant ah, c'est pas normal, c'est inadmissible, mais c'est rien. Vous avez compris, c'est jamais. Et pour la petite histoire, c'est que aussi bien l'Égypte que les Palestiniens, même si les Palestiniens aujourd'hui disent bah attendez, les Américains ne peuvent plus jouer de rôle, ils sont plus ce qu'on appelait honest broker. Ça veut dire que l'idée c'était aujourd'hui le partenaire honnête entre tout le monde, c'est les Américains. Maintenant, une fois qu'ils ont validé, et Trump a été très clair, God bless Israël, Dieu bénit Israël, et le peuple palestinien. Oubliez l'État palestinien, c'est pas intéressant. L'Arabie Saoudite, le nouveau futur roi d'Arabie Saoudite, qui propose à Mahmoud Abbas un nouveau plan de paix sans Jérusalem comme capitale. C'est extrêmement fort, ça veut dire qu'il faut bien comprendre. Ishmaël, le Ishmaël historique, le Ishmaël du Caire, le Ishmaël de la Mecque, de l'Arabie Saoudite, d'accord? Ce Ishmaël-là, il est de mèche avec Esav, d'accord? Parce que finalement, il y a un ordre du monde. Il y a un ordre du monde. Le spirituel, il doit être géré en Israël, il doit être géré par Yaakov. Et c'est ça qu'on doit retenir de ces événements. C'est extraordinaire ce qui est en train de se passer. Je le répète, c'est extraordinaire. Enfin, pour finir, une dernière touche économique sur notre paracha, puisque la Miquette, c'est vraiment le génie économique de Yosef, à savoir comment Yosef a prévu, senti, vu par prophétie la future famine en Égypte, et que derrière, il a organisé le ravitaillement, il a organisé la séparation des tâches dans le pays, il a réorganisé la force économique du roi en rachetant les terres, etc. etc. Et là, cette semaine, clin d'œil, puisque la signature officielle vient d'être réalisée d'un gazoduc qui va passer de Léviathan, donc des nouvelles sources gazières israéliennes, vers Chypre, qui a aussi trouvé du gaz, d'accord, qui va passer en Grèce, qui va passer en Italie et qui va rejoindre l'Europe. C'est-à-dire que, en fait, ça va être le plus grand gazoduc, le plus profond et le plus long jamais réalisé, en tout cas dans les nouvelles technologies jamais réalisé, avec 2000 km² de gazoduc, extrêmement sécurisé, puisqu'on passe par évidemment, on passe par des zones qui peuvent être des zones d'attaque, comme ça a pu être le cas, par exemple, très fortement avec l'Égypte, puisque le gazoduc égyptien a été X fois bombardé, cible d'attentats. Eh bien, là, il faut comprendre que c'est extrêmement profond, et l'idée finalement que Israël rapporte un rôle nourricier au vieux monde, à l'Europe, à cette vieille Europe. Très intéressant. Vieille Europe qui la repousse, mais qui finalement a besoin d'elle. Et l'idée que, pourquoi ce gazoduc? C'est quoi l'idée? Un gazoduc qui sera en marche en 2025 avec des investissements tout à fait colossaux. Mais l'idée même que fondamentalement, Israël joue un rôle nourricier pour protéger l'Europe de pénurie ou pour réduire l'Europe, la dépendance de l'Europe auprès des pays arabes, mais surtout auprès de la Russie. Parce que le gaz, on se rappelle des problématiques autour du gaz entre l'Ukraine et la Russie qui ont impacté l'Europe. Eh bien, l'idée, c'est que Israël va jouer ce rôle nourricier. Et encore une fois, pour la petite histoire, on rentre dans Hanouka. C'est quoi le gaz? C'est la lumière, c'est le chauffage, c'est la chaleur. Voilà, encore une fois, le petit clin d'œil d'Akadosh Baruch Hu qui, aux abords de Hanouka, nous rappelle notre rôle à chacun d'entre nous, à savoir d'éclairer nos maisons et chacun à son niveau de pouvoir éclairer plus loin. Qu'Hachem vous bénisse, nous bénisse et bénisse Jérusalem. Hanouka Sameach à tous et surtout, bonne news à tous.